Fidèles téléspectateurs de Renouveau TV, bienvenue à cet autre numéro de votre émission Diaspora Info. Diaspora Info, on va parler aujourd'hui de la migration. Pour en parler, notre invité est Dr Brahima Elidiko, coordinateur du projet Migrants au Mali. Bonsoir docteur. Bonsoir. Docteur, vous êtes le coordinateur du projet Migrants au Mali. Pouvez-vous nous présenter brièvement c'est quoi le projet Migrants? Bien, merci de me donner cette vitrine pour parler de notre projet. Le projet Migrants est une campagne d'information et de sensibilisation sur la migration irrégulière. C'est un projet qui intervient à Bamako, à Gao et à Menaka. C'est un projet qui fournit des informations gratuitement, des informations fiables, des informations actualisées sur la migration. Autant sur les contextes des pays de départ, les informations sur les routes migratoires et ensuite les conditions de la traversée de la Méditerranée et les conditions d'entrée et de séjour dans les pays européens. Parce que vous savez, beaucoup de personnes malheureusement sont dans nos pays, aspirent à partir, veulent partir, mais ne savent pas forcément, n'ont pas les dernières informations sur les réalités de la migration. Donc c'est un projet qui informe les gens à la fois à travers Internet. Nous avons un site Internet que vous pourrez ensuite mettre, migrantproject.org, sur lequel nous avons beaucoup d'informations, des ressources sur des vidéos, des témoignages des migrants. Mais nous avons aussi des conseillers bouche à oreille qui interviennent auprès des communautés, qui travaillent avec les mairies pour organiser des séances d'information, d'échange sur la migration irrégulière, les opportunités. Non seulement on donne des informations sur les réalités de la migration irrégulière, mais en même temps, nous parlons un peu des opportunités qui existent. Parce qu'une des choses, c'est de dire aux gens, c'est dangereux, ne partez pas. Et l'autre, c'est de dire, voilà les opportunités locales. En fonction du profil des personnes que nos conseillers, qu'on appelle des conseillers bouche à oreille, rencontrent, on donne ces informations. On organise aussi des séances de sensibilisation au niveau communautaire, dans les marchés, dans les sotramas, sur les places publiques. Mais nous avons aussi 2 lignes d'assistance qu'on peut appeler. Et d'ailleurs, il suffit simplement de biper ou de faire un message WhatsApp. Et nos lignes d'assistance, il faut un plaisir de rappeler l'intéressé pour donner des informations sur la migration. Et qui sont déjà vos publics cibles? Alors, nos publics cibles sont des jeunes de 15 à 35 ans. Okay. Qui sont en réalité les jeunes les plus concernés par cette migration irrégulière, qui sont les jeunes qui sont souvent dans la vie active, qui n'arrivent pas souvent à trouver un travail, qui veulent partir, donc il faut les informer. Et lorsque ici ça ne marche pas, les gens veulent partir. Et donc ces lignes d'assistance les informent en français, en bambara, en peul, en anglais, donc en allemand. Et ensuite, on organise souvent des émissions télévisées, radio. Donc, on essaie, c'est pour dire que le projet Migrants essaie de prendre en compte plusieurs canaux d'information des jeunes de 15 à 35 ans pour les informer sur les questions de la migration irrégulière. Et parlant du concept de la migration, on parle souvent de migration irrégulière, comme vous l'avez bien dit tout de suite. On parle également de migration irrégulière. C'est quoi la différence entre ces 2 concepts? Alors, d'abord, la migration, c'est le phénomène de départ d'une zone à une autre. Et l'immigration? Justement. Okay. En fait, la migration, c'est le phénomène de départ d'une zone à une autre. Okay. Maintenant, émigration... D'une zone à une autre, ça peut être d'un pays à un autre? Ça peut être d'un pays à un autre, comme ça peut être à l'intérieur d'un pays. Lorsque c'est à l'intérieur d'un pays, on parle de migration interne. Certains vont appeler ça exode rural, lorsque les migrants quittent la campagne pour la ville. Mais on voit de plus en plus aussi des citadins quitter la ville pour aller sur les mines d'or. C'est aussi une migration interne. Maintenant, émigration et immigration sont 2 concepts qui font partie de la migration. Émi, ça veut dire le fait de partir, quitter chez soi, aller s'établir ailleurs. Et immigration, c'est le fait de venir dans un autre pays qui est différent du pays d'origine pour s'y installer et y travailler. Donc ça veut dire que si on est au Mali, on dira les émigrés maliens. Donc les Maliens qui sont partis. Et si on est par exemple dans un pays d'immigration tel que la France ou l'Espagne, on dira les immigrés maliens, donc les Maliens qui sont venus en Espagne pour s'y établir. Donc c'est juste une question de territorialité. Émis, le fait de partir, et Imi, le fait de venir et de s'établir. Ok, j'ai quand même décidé qu'on parle de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Ousmane, qui a décidé de quitter son pays, qui a décidé d'émigrer vers l'Europe. Si la réalisation est prête, est-ce qu'on peut faire passer l'histoire de Ousmane, du jeune émigré? Ousmane. Voilà.
Je m'appelle Ousmane. J'avais 11 ans quand cette photo a été prise. J'étais alors insouciant. J'enlace mon père. Ma sœur cadette Fanta assise sur les genoux de notre mère. Ce fut la dernière photo de moi avec mon père. Il est mort peu de temps après. C'était la volonté de Dieu, disait ma mère. Mon père travaillait dur. Il avait à peine le temps de vivre. Il voulait que ma mère soit fière et surtout, il voulait que mes frères, mes sœurs et moi ayons une bonne éducation. Quand il est mort, nous n'avions pas de revenus. J'aimais l'école, mais je devais gagner de l'argent pour aider ma mère. Docteur Eli Diko, responsable coordinateur du projet Migrants au Mali, en suivant l'histoire, le début de l'histoire de ces jeunes, Ousmane, quel commentaire déjà? Alors, en fait, c'est une histoire qu'on a intitulée Au-delà du rêve. Parce que vous savez, partir, c'est d'abord un rêve, c'est un projet. L'histoire d'un jeune migrant malien. Ousmane, c'est un jeune de 17 ans qui est né dans une famille modeste. Et son père est décédé. Donc, finalement, il était avec sa maman. Il a dû abandonner l'école. Il était avec sa sœur cadette. Et bon, il a quand même un oncle en Allemagne. Et tout le temps au grain sur les réseaux sociaux, Facebook et tout, il voit l'histoire des autres migrants qui sont revenus d'Allemagne, qui sont revenus de la France, qui ont fait acheter telle voiture, réaliser telle chose. Et donc, lui, il va aussi décider de partir. Et finalement, il va entendre qu'il y a des passeurs. Les passeurs, ce sont ces intermédiaires. Avant de parler de ces passeurs, en suivant le début de l'histoire, on a l'impression déjà que les conditions sociales du migrant dès son pays d'origine, quand même, est le départ de toute cette histoire, finalement. Effectivement. C'est-à-dire que partir est dû, en fait, à plusieurs choses. Okay. C'est pour ça que la prise de décision, elle s'explique par un ensemble de facteurs. Pour le cas d'Ousmane, c'est la pauvreté, c'est vraiment la misère, c'est le désir de mieux vivre, de créer, d'arriver dans un autre pays, de gagner de l'argent pour pouvoir aider sa pauvre mère et sa sœur à payer finalement, à faire face aux charges familiales. Et il y a d'autres personnes qu'on voit qui partent pour des raisons de santé, pour des raisons de soins, pour des raisons liées en fait à des rébellions, à des guerres. On a aussi des gens qui partent simplement par le désir de vouloir voir ailleurs, parce que à travers vos chaînes de télévision, radio, on entend tellement d'histoires. X est parti, X a réussi. Je prends l'histoire de Gassama, par exemple, quelqu'un qui est parti, qui a pu rencontrer le président français. Donc tout ça, ça donne des illusions que dès qu'on arrive, on peut tout de suite... les rêves américains. Le rêve américain. Dès qu'on arrive tout de suite, on peut être un grand quelqu'un. Il suffit d'aller en Europe pour gagner des choses. Donc, il y a la curiosité, mais il y a aussi ceux qui partent pour des raisons d'études. Au-delà de ça aussi, si on prend le cas des Soninké de la région de Caille, la migration, elle est constitutive de l'identité de l'homme. C'est-à-dire que la migration est une sorte de rite initiatique qui forme le migrant, en tout cas le candidat au départ. Et dans beaucoup de villages de la région de Caille, on préfère donner sa fille à un migrant, quand bien même qu'il est sans papier en Europe, que de donner à un fonctionnaire dont peut-être qu'il va toujours gréver pour bénéficier d'une augmentation ou pas. Donc c'est pour dire qu'il y a des raisons économiques, il y a des raisons sociales, il y a des raisons politiques, il y a des raisons sanitaires, il y a même des raisons environnementales, parce que le Mali est un pays du Sahel. Ok. À présent, voyons voir comment le jeune Ousmane a décidé de partir. La décision. Hé Ousmane, arrête de rêvasser. Quoi de neuf? Rien. Ouais, c'est ça. Allez, dis-nous. Mon oncle a téléphoné hier depuis l'Allemagne. Il veut que j'y aille. Il paiera le voyage. Ous, mon cousin est parti, tu sais. Il n'a même pas réussi à passer la Libye. Il ne peut pas dormir maintenant, je te dis. J'y vais. Ton cousin est faible, tu sais. C'est un voyage pour les hommes. Comment comptes-tu t'y prendre? Je ne sais pas par où commencer. Va voir Sidi au magasin. Il paraît qu'il peut brancher les gens avec un passeur. Je le ferai. Mais réfléchis-y. Tu es juste jaloux. C'est quoi encore cette histoire? Non, mais justement, ça montre quoi? Qu'il y a de la détermination. Lorsque le migrant, le candidat au départ, a envie de partir, rien ne peut l'empêcher. Vous voyez, son ami lui dit, mais c'est pas possible. Il dit, non, mais non. Lui, il peut partir parce que son oncle l'a appelé. Et ça montre aussi que partir nécessite la mobilisation de tout un réseau. Souvent un réseau familial, lui dans son cas, c'est son oncle, mais ça peut être un réseau d'amis, ça peut être un réseau de voisins, ça peut être un réseau de parenté, de religion, etc. C'est pour dire que lorsqu'on part, prendre la décision
elle nécessite vraiment une conjugaison de plusieurs efforts. À la fois l'aide de la maman, mais l'aide de l'oncle, l'aide de l'ami, et donc pour avoir l'information, pour avoir les ressources financières. Et vous avez parlé des réseaux, on a quand même parlé des trafics à la limite qui est entretenu par ces réseaux. Aujourd'hui, on peut dire, parlant du cas malien, qui anime ces réseaux de migration finalement au Mali? Alors, ceux qui animent ces réseaux sont des Maliens, mais c'est aussi d'autres nationalités. Vous savez, il y a des réseaux à la fois pour avoir les papiers. Par exemple, dans un premier temps, les gens vont faire des passeports, donc il y a tous ceux qui vont s'investir dans ça. Et alors qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'un intermédiaire pour avoir le passeport, il suffit d'aller à la banque, il peut y avoir les deux modalités. Soit on attend la période réglementaire de 2 semaines, on paye 55 000, soit on veut le passeport en une journée, on paye 105 000, et puis bon, en une journée, on a notre passeport. Mais il y a des intermédiaires comme ça qui ont entendu tellement d'histoires, qui essaient de se spécialiser sur ça et qui rentrent dans ce qu'on appelle des passeurs, certains les appellent des coxeurs. Mais il y a aussi d'autres nationalités pour trouver les carnets de voyage, pour trouver les carnets de vaccination. Il y a aussi des réseaux pour donner les formations sur quel bus il faut prendre. Il y a même des réseaux pour où est-ce qu'il faut habiter. Lorsque vous habitez là-bas, quel camion il faut prendre, les jours de départ, les informations sur les routes à prendre. Donc c'est vraiment tout un mécanisme, tout un processus avec un ensemble d'acteurs de différentes nationalités, de différents groupes ethniques qui interviennent. Okay. C'est décidé, le jeune Ousmane a décidé de partir. On va suivre le reste de l'histoire. Il n'y a pas de route à travers le désert. Pour échapper à l'armée nigérienne qui arrête le convoi et saisit les voitures, les passeurs se forgent leur propre chemin à travers le vaste et inhabité Sahara. Notre vie est entre les mains du chauffeur. Un virage manqué et nous sommes perdus. Il n'y a pas de protection sur les camions. Le soleil nous brûle et le vent du désert remplit de sable nos yeux, nos bouches et même l'intérieur de nos oreilles. Quelques jours après le début du voyage, un pick-up de notre convoi tombe en panne. Les migrants ont de la chance. Ils sont redistribués parmi les autres voitures. Ils se retiennent de toutes les manières possibles par peur d'être laissés dans le désert. Alors que nous repartons, je fixe au loin le camion en panne, laissé aussi plus du sable comme beaucoup de camions partiellement submergés que nous avions passés. Qu'est-il arrivé à ces migrants? Docteur Elidiko, la traversée du désert de Jeune Ousmane. C'est ça, parce que vous savez, le Mali est un pays semi-désertique sur les 2 tiers. Donc à partir de Douanzan déjà, c'est le désert. Et cette histoire que Ousmane vit finalement, c'est l'histoire aussi des milliers à la fois de Maliens, mais de Congolais, de Burkinabés, d'Ivoiriens, de Guinéens qui passent par Bamako, qui prennent le car et qui vont justement vivre les affres de cette traversée. Et finalement, ce qu'il a dit, c'est au Niger, en 2015, le Niger a adopté une loi qui criminalise le transport des migrants. Parce que vous savez, c'est des camions qui prennent, c'est des pick-up, etc. Et non seulement ces camions peuvent tomber en panne, et donc dans certains cas, ils sont abandonnés en plein désert avec peut-être 5 litres d'eau, 2 litres d'eau, et donc souvent certains sont obligés même de boire leur urine. Mais les pays qui vont traverser au-delà du Mali, donc le Niger, ont signé des conventions avec l'Union européenne, qui font que, par exemple, à Agadez, vous avez un centre. Agadez, c'est au Niger. Agadez, au Niger, il y a un centre qui permet aux gens d'avoir des informations, mais aussi pour demander l'asile, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes. Mais au-delà de ça, le Niger dit toute personne qui transporte un candidat à la migration est un criminel, donc il faut le combattre. C'est pour ça que beaucoup de jeunes Nigériens ont été arrêtés. Et toutes les personnes qui traversent le Niger à travers des camions aussi sont susceptibles d'être arrêtées. Et c'est pour ça que les camions sont obligés de laisser les villes pour se cacher, enfin en tout cas essayer de circuler sur le désert en espérant ne pas rencontrer un convoi de militaires ou en tout cas une patrouille de la police ou de la gendarmerie. Parce que si jamais c'est le cas, c'est la prison assurée et après il faut payer, il faut faire un procès, etc. Et ensuite vous êtes renvoyé chez vous. Et donc la traversée elle est très difficile. Beaucoup de personnes meurent au cours de la traversée. Il y a des femmes qui sont souvent violées. Il y a aussi des enfants qui peuvent mourir de soif. Dans la traversée du désert des migrants maliens, on parle du Niger, on parle de la Mauritanie, de l'Algérie et de la Libye. Pourquoi spécifiquement ces pays-là, ou bien c'est le corridor utilisé par... Effectivement, c'est une très bonne question. Vous savez, le Mali, quand vous regardez, le Mali est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et à partir de Bamako, il y a 2 voies qui se dessinent. Une voie, qui est la voie la plus principale, passe par Gao. Et à partir de Gao, soit on descend vers le Niger, donc Agadez, ensuite on va tomber en Libye, et de la Libye, on va en Italie. Soit de Gao, on monte vers Tamaracet en Algérie, et ensuite de l'Algérie, on traverse l'Algérie, on se retrouve au Maroc pour aller en Espagne. Parce que les 2 portes d'entrée de l'Europe, finalement,
c'est l'Espagne Ok. et l'Italie. Et souvent aussi à partir de Bamako, l'autre voie se dessine. Bamako, Djema, Djema, Nioro du Sahel, Nioro, Gogi, ça c'est la dernière ville malienne au niveau de la frontière. Et de là, ils vont aller à Nouadhibou, en Mauritanie. Et de Nouadhibou, ils prennent les bateaux pour aller en Espagne. Ok. Entre la traversée du désert du jeune Ousmane et sa traversée de la mer, il n'y a qu'un petit pas. La traversée de la mer. Nous sommes conduits à un bateau pneumatique amarré à quelques mètres de là. Les femmes et les enfants s'assoient au milieu, je m'acheval sur le bord. Un migrant est chargé du moteur. Dès que nous démarrons, le passeur saute du bateau et retourne sur la rive. Après une nuit et un jour de navigation paisible, la mer devient turbulente. Le bateau s'agite, les femmes crient, les enfants pleurent. J'entends les hommes prier Allah. Pétrifié, je m'accroche de toutes mes forces alors que le vague s'accroche autour de nous. Je ne sais pas nager. Une fois la tempête passée, nous découvrons que le moteur est en panne. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous sommes, ni de la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Nous dérivons durant des jours. Certains des passagers rencontrent qu'il y a de moins en moins de missions de sauvetage en mer. Bientôt, nous n'aurons plus d'eau. Certains commencent à délirer. Les cris des enfants ne sont plus que de faibles gémissements. Une femme à mes pieds me tend un papier. Si nous ne survivons pas, appelle mon mari. Dis-lui que nous avons essayé. L'aventure mélancolique du jeune Ousmane, toujours. Effectivement, cet autre extrait est un autre moment difficile dans cette migration irrégulière. Vous savez, quand ils traversent le désert, ils arrivent soit en Libye, lorsqu'ils passent par le Niger, soit ils vont arriver au Maroc ou éventuellement en Mauritanie. Dans les différents lieux, ces différents pays ont signé des conventions avec l'Union européenne. Ils ont formé ce qu'on appelle les gardes-côtes, qui sont aussi des hommes habillés en tenue, qui font la surveillance sur la mer pour empêcher les bateaux de passer. Et tout à l'heure, avant de passer aussi, ils sont dans certains cas obligés de faire appel aux parents pour leur demander un peu plus d'argent parce que la traversée peut coûter 2 000, 3 000 euros, donc c'est 2 millions ou plus, selon les moments, selon les périodes difficiles. Et donc certains n'ayant pas les ressources vont devenir peut-être des esclaves. Et comme on l'a vu, le reportage de CNN en Libye, ils vont travailler avec d'autres passeurs qui vont les mettre dans des champs comme bois, etc. Et en Libye, vous savez, par exemple, il y a des milices qui se battent pour le contrôle de Tripoli. Donc ça, c'est pour dire qu'ils sont doublement exposés. Ils n'ont pas d'argent, ils ne sont pas chez eux. Et à tout moment, ils peuvent être vendus, travailler sans rien avoir en retour. Mais et si par chance, ils arrivent à réunir un peu d'argent, ils vont embarquer dans des bateaux de fortune. Et c'est en français facile, c'est quoi? Un bateau de fortune, c'est des petits bateaux avec un petit moteur, c'est comme les Pinances. C'est un petit bateau avec un petit moteur, avec un peu d'essence et puis des bidons de 20 litres de carburant qu'on met dans le bateau. Et c'est un des migrants qu'on va choisir qui va devenir le pilote, sachant qu'il n'a jamais piloté ces bateaux. Donc c'est celui qui n'a pas peur avec un GPS, donc un appareil qui permet d'indiquer la direction. Et donc ils vont circuler la nuit au gré des vents. Et souvent, le GPS peut tomber en panne, le moteur peut tomber en panne, et avec, selon comment on appelle ça, la météo, ils peuvent dériver. Et quand ils vont dériver, ils vont se retrouver. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on a vu un reportage sur France 24 où des jeunes Sénégalais se sont retrouvés au Brésil. En fait, leur bateau a dérivé et puis se sont retrouvés comme ça. Et donc, dans ce cas-là, l'eau que vous avez, la ration alimentaire, l'eau, tout ça, ça finit. Donc les gens sont souvent obligés, il y a un qui va par exemple pisser et l'autre va boire l'urine de l'autre parce qu'il n'y a plus d'eau, parce que l'eau de la mer est étant salée. Et donc c'est pour dire que la traversée est assez pénible, il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie et quand je dis ça, je pense aux 376 Maliens qui ont perdu la vie dans les eaux internationales en voulant traverser la mer Méditerranéenne. Entre la Libye et l'Italie, c'était en 2015. Et entre 2015 et 2019, il y a plus de 572 Maliens qui ont perdu la vie. Mais comment les migrants arrivent souvent à tromper la vigilance des gardes-côtes installés par l'Union européenne? Justement, c'est là où il y a la question de la complicité des réseaux de passeurs. Parce que vous savez, dans ces réseaux de passeurs, vous pouvez trouver des policiers, des gendarmes, un boutiquier du coin, ça peut être une vendeuse de galettes, ça peut être un transporteur. C'est vraiment toute la chaîne, toutes les personnes dont ils ont besoin pour pouvoir faire le voyage sont à un moment donné mobilisées. Donc il y a la question de la corruption qui permet à ces réseaux-là de trouver un petit bateau, de trouver aussi, de tromper la vigilance et de voir, même d'avoir un peu l'agenda de la surveillance. Savoir à quel moment il y a très peu de surveillance, à quel moment il y a beaucoup plus de surveillance et quels sont les villages à partir desquels il faut partir
quelles sont les berges qu'il faut utiliser, quelles sont les berges qu'il faut éviter. Ok. Pourquoi on parle plus du nom des les villes Ceuta et Melilla dans la traversée de la mer? Oui, alors Ceuta et Melilla, ce sont deux enclaves. Vous savez, quand vous quittez le Maroc... Comme des îles? C'est des îles, Ok. effectivement. Quand vous quittez le Maroc, vous devez aller en Espagne. C'est très proche, en fait. C'est une quinzaine de kilomètres. Et donc, à l'intérieur de la mer, vous trouvez Ceuta et Melilla, qui sont deux îles. Ces îles appartiennent à l'Espagne. Donc il y a des barbelés, ça veut dire des murs en fer, comme on voit un peu sur les maisons ici, que les gens essaient de traverser. Donc une fois qu'ils arrivent à traverser, c'est comme si physiquement ils sont en Espagne. Donc là aussi, il y a la Croix-Rouge qui peut apporter les premiers soins, mais ça ne garantit pas qu'ils vont rejoindre l'Espagne continentale, donc la vraie Espagne, parce que là, les Ceuta et Melilla sont des îles. Et en parlant de Ceuta et Melilla, en 2015, il y a eu plus de 6000 Africains qui ont perdu la vie là-bas en voulant essayer de grimper ces murs de barbelés pour pouvoir rejoindre le territoire espagnol. Okay. On va continuer à parler de l'histoire de notre jeune migrant Ousmane. Ousmane, maintenant, il a pu quand même traverser toutes ces péripéties. Le jeune Ousmane est en Europe maintenant. Viens, je vais te présenter aux autres. Les autres? Oui, j'embauche beaucoup de jeunes migrants pour travailler ici. Elle pousse la porte et j'ai une sensation de malaise dans l'estomac. Des jeunes hommes sont assis sur de vieux matelas. Deux font la cuisine sur un fourneau. J'ai peur, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Écoutez tous, voici notre nouvelle recrue Ousmane. Il est arrivé en Italie il y a quelques mois. Mokhtar, montre-lui le faisselle. Il commencera demain. Alors qu'Abdoulaye s'en va, Mokhtar me fait signe de m'asseoir sur un matelas. Un autre homme mettant un bol de nourriture à l'aspect trouble. Je mange lentement, en cachant les larmes qui jaillissent. La vie à la ferme est dure et impitoyable. Tous les jours, nous nous levons à 4 h du matin pour commencer à travailler et nous ne finissons que tard dans la nuit. Nous cueillons des fraises car c'est la saison. Nous avons des quotas importants qui nous sont impossibles à atteindre. Quand nous ne réussissons pas, on nous bat et on nous prive de nourriture. Docteur, l'Europe ou l'Eldorado finalement pour Ousmane? Alors, l'Europe, en fait, si vous voulez, c'est le mirage que c'est l'Eldorado. Okay. Les gens, à partir de la télévision, vous savez, les télévisions européennes ne montrent que les belles avenues, les belles plages et tout. Et donc, les gens ont l'impression que dès que vous arrivez, vous trouvez un travail, vous trouvez des femmes européennes et puis vous amassez l'euro par terre. Mais la réalité, elle est plus complexe. Donc, l'histoire d'Ousmane, qui est une histoire réelle en réalité, permet de voir que quand ils arrivent, ils traversent la mer, ils sont accueillis par d'autres gardes-côtes, donc des pays soit espagnols, soit italiens. On va les mettre dans des centres qu'on appelle des centres de transit, en fait. On va les apporter le soutien sanitaire, humanitaire, etc. Et ils essaient d'évaluer leur situation. Assez souvent, ces migrants sont renvoyés. Les rares qui ne sont pas renvoyés peuvent, avec le soutien des compatriotes qui sont là-bas, trouver un travail, et soit dans les champs de tomates en Italie, soit dans des champs de raisins en Espagne, ou d'autres formes de champs, en tout cas c'est vraiment dans des travaux champêtres, ou bien dans les BTP, les bâtiments et travaux publics. Certains vont travailler dans des usines, ou bien comme laveurs de voitures, comme éboueurs, c'est-à-dire ceux qui vont enlever les ordures, là, c'est comme on voit ça à Bamako ici. Donc c'est des petits métiers qu'ils font dans l'attente d'avoir quelque chose. Et ça, c'est ceux qui ont peut-être réussi à filer des centres, c'est-à-dire à fuir des centres. Sinon, tous les restes là, tous ceux qui sont dans les centres, dont la situation est analysée par les pays européens, donc l'Italie et l'Espagne, sont obligés d'attendre la réponse de leur demande. Parce que quand ils arrivent, ils font la demande d'asile. Donc l'asile, c'est quelque chose qui demande, c'est une protection qui demande de la part du pays d'accueil. Est-ce que le pays accepte qu'ils restent? Donc le pays va analyser leur situation. Et pour ça, il faut arriver à justifier que vous êtes victime de persécution. Que si vous restez chez vous, vous pouvez être tué. Dans les pays d'accueil ou en fait, d'origine? Il faut arriver à prouver que dans les pays de départ, donc d'origine, que vous risquez votre vie, ou bien que votre orientation sexuelle, par exemple, vous êtes homosexuel, que ce n'est pas accepté, ou bien que votre idéologie, en tout cas, qu'il y a quelque chose, il faut vraiment prouver quelque chose qui montre que vous êtes victime d'une persécution. Et il faut arriver à apporter les preuves de cette persécution pour que l'Office des réfugiés éventuellement analyse votre dossier et peut-être accepte ou pas votre dossier. Et lorsque votre dossier est rejeté, vous devenez ce qu'on appelle un débouté du droit d'asile, c'est-à-dire quelqu'un dont la demande d'asile a été rejetée. Et auquel cas, on vous met dans le premier avion, on va vous menotter et on vous fait accompagner par 2 policiers en civil
à Bamako. Une fois que vous arrivez, ben, c'est au revoir l'Europe, quoi. Donc là, le rêve est brisé. Et justement, est-ce que vous intervenez dans le rapatriement de ces migrants qui ont été... il y a certains quand même qui décident d'eux-mêmes de retourner dans leur pays d'origine ou certains sont rapatriés? Alors, en fait, on ne participe pas au rapatriement. Le rapatriement relève du pays d'accueil. Mais il y a l'OIM, l'Office international pour les migrations, qui intervient dans ce domaine. Et après, lorsque les migrants sont rapatriés dans leur pays d'origine, notamment le cas du Mali, il y a l'Association malienne des expulsés qui travaille avec le ministère de la Protection civile et le ministère des Maliens de l'extérieur pour accompagner le migrant qui a été expulsé. Donc on l'appelle l'expulsé. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à tous ces jeunes gens au Mali qui ont envie quand même d'immigrer pour aller découvrir l'Europe qui est perçue comme l'Eldorado pour eux? Un message pour eux? Oui, alors un message, c'est que partir est un droit. Mais il y a des conditions d'entrée et de séjour dans d'autres pays qu'il faut chercher à connaître. Chacun doit s'informer pour avoir des informations fiables sur les réalités de la migration. Il faudrait que les gens aillent plutôt vers une migration légale. Et il y a beaucoup d'opportunités locales. Ensuite, il y a des opportunités au niveau de la sous-région qu'il faut saisir. Et c'est pour ça que nous, on a conçu aussi un livret dans lequel on informe les gens. Et on a formé une quinzaine d'enseignants qui vont à leur retour aussi informer, sensibiliser des élèves. Donc l'idée, c'est de dire qu'ils ont le droit de partir, mais ils doivent s'informer sur comment obtenir un passeport, quelles sont les ressources financières à avoir pour pouvoir ensuite avoir un visa. Et une fois qu'on a un visa, quelles sont les conditions de séjour dans les pays européens. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Diaspora Info. Notre invité était Dr Brema Elidiko, coordinateur du projet Migrants au Mali. L'histoire, quand même, cette émission nous a permis de parler de l'histoire d'un jeune migrant du nom de Ousmane. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne chance à tous les migrants.